Guillaume, bonjour. Bonjour. Tu nous mets 1200 milliards sur la table, des milliards d'euros ou des milliards de dollars? Des milliards de dollars. Pour être exact, 1210 milliards qui se répartissent dans 7 technologies différentes, dans 10 industries et au travers de 69 cas d'usage. Alors les 7 technologies, c'est l'industrie du futur, donc l'industrie connectée, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les drones, la blockchain et l'agriculture connectée. J'ai regardé, en m'appuyant sur les études de Goldman Sachs, le nombre de cas d'usage innovants qui s'appuient sur ces nouvelles technologies et qui sont développés, mis en œuvre, mis au point par des grandes entreprises, notamment françaises. Et on n'en dénombre que 16. Là où, aux États-Unis, on en dénombre 200, dont 100 et quelques se trouvent développés par des startups de la Silicon Valley. Donc en fait, relativement à notre puissance économique, on peut dire qu'on n'est pas au niveau. Et donc ça, c'était un message important aussi qui traverse le livre. Il y a plusieurs raisons. Effectivement, je donne l'exemple d'un investisseur que j'ai nommé Reda, qui lui-même est parti à Londres en 2011 et revenu en France. Enfin, il est parti à Londres, il est revenu en France récemment. Et quand il revient en France, il est ébloui par la vitalité de l'écosystème d'innovation français. Mais finalement, en effet, il décide de financer des startups qui ne gardent en France que leur force de R&D, mais dont la capacité de décision se situe soit à Londres, soit dans la Silicon Valley. Et ce qu'il reproche, on va dire, aux fonctions stratégiques aux dirigeants français, c'est de ne pas avoir une vision mondiale de leur marché, de n'avoir qu'une vision hexagonale. Parce que dans le monde de l'informatique, la réalité est binaire, c'est 0 ou 1. Une porte est ouverte ou fermée, c'est vrai ou c'est faux. Et donc, Monsieur Turing, Alan Turing, a créé le test de Turing, et on dit que l'ordinateur a réussi le test de Turing s'il nous a dupés et qu'il s'est fait passer pour un être humain. À ce moment-là, on dit que l'intelligence artificielle est arrivée au niveau de l'intelligence humaine. Alors non pas seulement sur une question, mais sur des centaines de questions dans plein de scénarios différents. Alors moi j'ai créé le test benveniste, qui est la même chose, sauf qu'on demande à l'innovateur de se faire passer pour son client. Et si l'innovateur arrive à nous duper, eh bien à ce moment-là, on peut conclure que cet innovateur a une connaissance scientifique de son client. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un registre où l'innovateur va nous dire que, je sais pas, la fourchette connectée c'est formidable, et bien là on va donner une fourchette connectée à un consommateur et on voit comment on lui pose des questions sur comment il pourrait l'utiliser, etc. Et si l'innovateur est capable de se faire passer pour son client sur un nombre important de questions, là on lui dit ah lui il connaît vraiment son client donc on peut financer son projet. Il y a eu les 30 Glorieuses, je ne sais pas si l'ENA a joué un rôle là-dedans ou pas, mais souvent on considère qu'en dépit de tout le secteur public fonctionne relativement bien en France. L'ENI en fait ne va pas s'intéresser à l'administration, je dirais, de différentes parties de l'Hexagone, mais plutôt de comprendre les classes moyennes mondiales pour développer des innovations qui leur paraissent pertinentes. L'ENI est une école nationale qui sélectionne des innovateurs qui viennent du monde entier, qui utilise pour ça le test benveniste. On vérifie si les candidats connaissent les préoccupations des membres de la classe moyenne mondiale. On sélectionne 10% des candidats. Et on teste la qualité de leur projet par le moyen du test benveniste tout au long de leur scolarité. J'ai imaginé qu'elle dure à peu près 2 ans. Et lorsqu'on trouve que c'est intéressant, eh bien on les finance. Comme il y a la BPI qui finance beaucoup de startups, là on a un financement qui permet de les mettre, de les aider à se développer. Non, effectivement, c'est pas la BPI qui finance les startups de la Silicon Valley, mais historiquement, la Silicon Valley s'est développée avec beaucoup d'argent public, notamment dans le contexte de la guerre froide. On a beaucoup investi dans la Silicon Valley pour tout ce qui est réseau de télécommunications notamment. Et ensuite, cet argent public est devenu privé puisqu'il y a eu un certain nombre de fortunes qui se sont constituées. Et ces personnes, donc dotées d'une fortune, ont réinvesti leur capital dans de nouvelles startups. Alors, même si des entreprises comme SpaceX fonctionnent avec des commandes publiques très significatives.
Il faut arrêter de se trouver des excuses. C'est-à-dire que le vrai problème de l'innovation en France, c'est les innovateurs, parce qu'ils ne se donnent pas le temps et les moyens, et on ne leur donne pas le temps et les moyens de trouver un problème qui concerne le monde entier. Par exemple, on a cette manière de dire on va développer le marché français, et quand on aura fait nos preuves en France, on se posera la question de quel est le marché qui vient après. Et ça, c'est une mauvaise manière de fonctionner. Si on exploite les capacités du digital, c'est pour faire tout de suite un produit mondial. Et pour faire un produit mondial, il faut trouver un problème mondial. Mais ça, on ne le fait jamais en France. Et je me permets de dire qu'à la Belle Époque, parce que moi je suis un grand fan de la Belle Époque, eh bien, on a créé, suivant une initiative française, le timbre universel. Et on voit bien qu'à la Belle Époque, alors que la France ressemblait à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui, on avait le souci, non pas de l'Hexagone, mais du monde. On peut dire qu'il y a 3 endroits importants. Il y a la Silicon Valley, Shenzhen en Chine. Et je trouve que Paris est en train de se développer aussi. Voilà. Donc on verra comment les choses évoluent dans le futur. D'ici 2050, on avait posé une question comme ça à Elon Musk. Et il avait dit que autant au début des années 2000, si on lui demandait où serait créée la prochaine grande entreprise de la tech, il aurait dit dans un rayon de 4 ou 5 km de là où on se situe, et il se situe dans la Silicon Valley. Et après, on lui a posé la même question un peu plus tard en 2015, et il a dit aujourd'hui n'importe où dans le monde. Et je pense qu'en effet, il y a une diffusion des méthodes de la Silicon Valley dans le monde qui font que si on prend le temps de se les approprier, on peut s'appuyer là-dessus pour réussir. Et puis par ailleurs, il y a des technologies de décentralisation, comme la blockchain, qui vont remettre en cause le fait que certaines plateformes, c'est-à-dire Facebook, aussi Google, qui en fait segmentent le web, ces plateformes pourraient perdre en importance relative, et peut-être qu'avec la blockchain on verra davantage l'essor de ce qu'on a appelé parfois le prosumer ou le consommateur, qui est le fait que le consommateur dispose lui-même des moyens de production et de communication, et que donc on assiste à une économie qui est beaucoup plus horizontale et beaucoup moins verticale qu'elle peut l'être aujourd'hui.